Bonjour à tous. À sommet Chine-Afrique, le président chinois promet environ 30 000 milliards de francs CFA d'aide à l'Afrique, principalement sous forme de prêts. Le président ivoirien a pris part à la rencontre. Il a quitté Johannesburg pour Abidjan aujourd'hui samedi. COP21, la Côte d'Ivoire a présenté ses solutions pour la lutte contre le changement climatique. À une semaine de la fin des travaux, un brouillon d'accord a été proposé aujourd'hui. Les ministres des 195 États vont le finaliser la semaine prochaine. Et puis la Côte d'Ivoire s'est dotée en juillet dernier d'une loi portant création de la Cour des comptes. C'est une juridiction qui remplace la Chambre des comptes. Les enjeux et les défis de sa mise en place dans ce journal. Bienvenue dans le 13h, nous sommes le 5 décembre, merci d'être avec nous sur RTI 1. Il a pris part au sommet sur la coopération sino-africaine. Le président ivoirien a quitté Johannesburg en Afrique du Sud aujourd'hui samedi. Le président chinois Xi Jinping a promis 60 milliards de dollars, soit environ 30 000 milliards de francs CFA d'aide à l'Afrique, principalement sous forme de prêts. Revenons sur la journée d'hier pour l'ouverture de ce sommet Chine-Afrique. Au cœur de la rencontre, l'évaluation de la coopération entre l'Afrique et la Chine, la redéfinition des partenariats stratégiques avec une coopération plus accrue. Awa Touré. Johannesburg sur le forum de coopération sino-africaine a réuni plus d'une vingtaine de chefs d'État, au nombre desquels le président de la République Alassane Ouattara. Cette édition, qui coïncide avec le 15e anniversaire du forum, a vu la confirmation de la volonté de la République populaire de Chine de renforcer son appui aux pays africains avec une aide financière de 60 milliards de dollars. Cette enveloppe est destinée au financement de 10 programmes de coopération sur 3 ans dans les domaines de l'agriculture, de l'industrialisation, de la réduction de la pauvreté, de la santé, de la culture et de la sécurité. La Chine va également effacer les dettes gouvernementales sans intérêt des pays africains les moins avancés. La globalisation économique et l'informatisation de la société ont permis de libérer et de développer considérablement les forces productives. Nous sommes devant des opportunités de développement sans précédent. Et pourtant, l'hégémonisme, le terrorisme, les turbulences financières ainsi que les crises environnementales s'accentuent et nous lancent des défis inédits. Fidèles aux principes dits de sincérité, pragmatisme, amitié et franchise à l'égard de l'Afrique et à la juste conception de la justice et des intérêts, la Chine travaillera la main dans la main avec les amis africains pour ouvrir une nouvelle ère de la coopération gagnant-gagnant du développement commun. Pour ce faire, je propose d'élever le partenariat stratégique sino-africain de type nouveau au rang de partenariat de coopération stratégique globale. Les chefs d'État africains et chinois s'engagent ainsi dans des partenariats stratégiques en vue d'une coopération plus accrue pour un développement commun. Le président de la République Alassane Ouattara a pour sa part relevé l'excellence des relations entre l'Afrique et la Chine avant de se réjouir des décisions prises en vue du renforcement de la coopération sino-africaine. Le forum Chine-Afrique est particulièrement important. Vous savez que la Chine est devenue un partenaire important du continent africain, aussi bien de la Côte d'Ivoire que des autres. Et nous allons faire en sorte que nous puissions, malgré la situation économique mondiale qui quand même montre des signes de faiblesse, d'amener la Chine à maintenir sa contribution et sa présence en Afrique. D'ailleurs, le président chinois a indiqué que la Chine avait un certain nombre d'axes d'intervention, que ce soit au plan politique, au plan commercial, au plan diplomatique, au plan culturel, et que les actions de la Chine seraient accompagnées par un soutien financier de 60 milliards de dollars sur 3 ans, ce qui est une somme considérable. Donc, en moyenne, 20 milliards de dollars par an pour les pays africains, c'est du jamais vu. Donc, je voudrais dire que nous avons aussi l'intention de rencontrer les entreprises chinoises qui travaillent en Côte d'Ivoire et qui investissent dans le domaine des routes, dans le domaine de l'électricité et dans d'autres secteurs pour continuer de renforcer nos relations. Les chefs d'État, au terme de la cérémonie d'ouverture, ont visité une exposition sur les 15 années
du Forum sur la coopération sino-africaine. Rappelons que la première réunion du Forum Chine-Afrique s'est tenue à Pékin en octobre 2000. En marge de ce forum de coopération Chine-Afrique, la Côte d'Ivoire et l'Afrique du Sud ont signé un accord cadre. Il s'agit de créer une grande commission mixte de coopération entre les deux pays. 21e conférence sur le changement climatique COP21, à une semaine de la fin des travaux. Un tout premier accord a été proposé aujourd'hui. Il s'agit en fait d'un brouillon d'accord d'une vingtaine de pages. C'est à partir de ce texte que les ministres des 195 États réunis vont travailler la semaine prochaine pour finaliser le 11 décembre un accord contraignant de réduction des gaz à effet de serre. La Côte d'Ivoire est présente à cette rencontre internationale. Le pays a présenté ses solutions. Elles portent notamment sur la réduction des gaz à effet de serre et l'agriculture innovante. Mamadou Kwasi. L'année 2015 a été, selon l'agence météorologique américaine, l'année la plus chaude de ce siècle. Et si rien n'est fait, l'année 2016 sera encore plus chaude. Et la Côte d'Ivoire, partie prenante des négociations sur le climat, propose des solutions au cours d'une journée qui lui a été dédiée pour réduire l'émission de carbone. Tous les ans, la Côte d'Ivoire perdrait 200 000 hectares de forêt. Il faut qu'à partir de 2017, non seulement on stoppe cette dégradation, mais qu'on observe une nouvelle tendance, c'est-à-dire une reforestation de la Côte d'Ivoire à partir de 2017. Il faut avoir une agriculture intensive qui mange peu de forêt. Une agriculture intensive. Et ensuite, ce que nous proposons aussi, c'est que les cultures qui sont nos cultures de rente et tout ça, comme le café et le cacao, nous allons arriver à les maîtriser techniquement de manière à ce que, comme l'a soulevé le chef de l'État, le cacao devienne l'ami de la forêt. Le ministre ivoirien de l'Environnement et du Développement durable a également présenté les solutions pour réduire considérablement l'émission des CO2, et ce à travers le mix énergétique. La part des énergies renouvelables est très faible. Et dans le document indice que nous avons présenté, nous souhaitons atteindre les 16% d'ici 2030. Mais bien entendu, ça c'est un niveau plancher. Et nous pensons que le gouvernement a la volonté d'aller au-delà. Et pour cela, on va dire quelles sont les voies et moyens pour atteindre cette part énergétique et d'énergie renouvelable qui va aller au-delà de 20%. L'Afrique, moins pollueur, mais première victime de cette catastrophe planétaire du fait du manque de solutions durables, va s'engager pour la mise en place de l'énergie renouvelable. Mais la Côte d'Ivoire, pays forestier qui a sa végétation comme un atout essentiel, compte jouer un rôle important dans cette politique de lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire s'est dotée en juillet dernier d'une loi portant création de la Cour des comptes, une juridiction qui remplace la Chambre des comptes. C'est un démembrement de la Cour suprême. Les enjeux et les défis de sa mise en place au cœur d'une rencontre des acteurs du système judiciaire. Jean-Jacques Kwameala. Dans ses efforts pour parvenir à la bonne gouvernance, la Côte d'Ivoire peut compter sur le soutien de la Banque mondiale. En témoigne cet appui constant de l'institution de Bretton Woods à travers le DGDI, dont de gouvernance et de développement institutionnel à la future Cour des comptes, ex-chambre des comptes de la Cour suprême. Déjà en juin dernier, le DGDI offrait à la Cour des comptes un siège flambant neuf d'une valeur de 500 millions de francs CFA à Abidjan-Cocody. À cela s'ajoute l'appui consenti au volet renforcement des capacités, comme ce séminaire organisé récemment à Yamoussoukro et qui a porté sur les enjeux et les défis de la Cour des comptes. Autant d'efforts consentis par la Banque mondiale en vue de doter la Côte d'Ivoire d'un organe de contrôle autonome, indépendant et capable de rendre compte de la gestion des finances publiques, et l'institution n'entend pas s'arrêter là. Nous poursuivons notre appui pour que la Côte d'Ivoire soit enregistrée au rang des pays qui accordent à la gestion des finances publiques une attention particulière en veillant à ce que les finances publiques soient contrôlées de manière transparente, de manière efficace et qu'on puisse optimiser les ressources aussi pour la mise en œuvre des missions de l'État. Avec son statut d'institution à part entière, la juridiction suprême de contrôle des finances publiques voit ses prérogatives renforcées. Elle a désormais le pouvoir de réprimer les mauvais gestionnaires des ressources publiques. Nous avons le pouvoir de juger. Maintenant, on peut juger et condamner. La Cour des comptes sera effectivement installée en 2016.
Il y a 4 jours, le monde commémorait la journée de lutte contre le VIH-Sida. En Côte d'Ivoire, l'ONG Akonda VS a initié une campagne de sensibilisation dans la commune de Cocody, village d'Anono. Des centaines de femmes ont été dépistées. Grâce Kando. 0 cas de transmission mère-enfant, 0 décès d'enfants liés au VIH-Sida. Une marche initiée par l'ONG Akonda VS Côte d'Ivoire, ensemble responsables d'ONG et les femmes du village d'Anono dans la commune de Cocody. Occasion de donner des messages de sensibilisation sur le VIH-Sida et d'honorer la mémoire des victimes de la pandémie. Personne ne réalisait effectivement que la transmission du VIH de la mère à l'enfant était le maillon faible de la lutte. En même temps, c'est ce volet-là qui permettrait plus tard d'avoir 0 infection chez les enfants. Donc si nous ne mettons pas l'accent sur la prévention de la transmission de la mère à l'enfant, tous nos efforts seront vains. Des séances de dépistage gratuit du VIH-Sida et du cancer du col de l'utérus ont également meublé cette cérémonie. Je suis venue faire le test de dépistage du sida pour me protéger contre le VIH-Sida. J'invite mes amis aussi à venir faire le test comme moi aussi. C'est vrai que je ne suis pas encore mariée, mais j'ai un ami. On ne sait jamais. Peut-être je peux lui donner, peut-être lui aussi peut me donner la maladie. Souvent aussi on s'étisse. On peut avoir ça avec les aiguilles. Pour mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030, un des objectifs de développement durable, il faudra, selon l'ONU-SIDA, accélérer l'investissement, l'engagement et l'innovation. En Côte d'Ivoire, 36% des femmes et filles sont mariées avant l'âge de 18 ans. 2 femmes sur 3 déclarent avoir subi des violences de leur partenaire. Les résultats de 8 années de lutte contre les violences basées sur le genre ont été présentés à Yamoussoukro. C'est le travail de l'organisation humanitaire internationale Rescue Committee. Honorine Anigori. Ces résultats de Rescue Committee sont l'effort de 8 années de présence dans des localités cibles. Ils ont été présentés aux autorités de Yamoussoukro récemment. Ce travail de cette organisation internationale a été exécuté dans un programme intitulé « Reconstruire les nations par les femmes et les filles en Côte d'Ivoire ». Les activités ont porté sur les rencontres avec des communautés, la sensibilisation, la prévention, la formation et des tests. Cette organisation a observé que le taux de prévalence en matière de violence sur le genre en Côte d'Ivoire est élevé. Elle le démontre par ses statistiques. 2 femmes sur 3 subissent des violences physiques, psychologiques et sexuelles de leur partenaire, quand 36% des femmes et filles de 15 à 49 ans sont mariées avant l'âge de 18 ans. Le rapport indique que le changement est possible si seulement, dans toutes les couches sociales, la volonté de lutter réellement contre ces pratiques est appliquée. Comment donc mesurer l'impact de ces actions de promotion des droits de la femme et de la fille auprès des populations? 40 personnes, dont 20 femmes leaders, ont été formées pour mener à bien cette mission. Le reportage de F. Boy. Ce sont 20 femmes responsables d'associations, de groupements et d'organisations non gouvernementales ONG. Elles sont issues des 100 femmes leaders mises en réseau en 2013 pour la lutte contre les violences basées sur le genre VBG. Aujourd'hui, elles suivent une formation pour le renforcement de leurs capacités sur les thématiques liées au VBG. Objectif, faire le bilan des activités de lutte contre les violences faites aux femmes dans la région de l'Ouest. Pour l'édition des Cellule d'activité 2015, nous avons voulu que certains membres de ces 100 femmes leaders, 20 de façon précise, puissent aller dans les communautés pour sensibiliser non seulement les membres des associations, mais également les communautés de façon générale. En plus de sensibilisation, sur la base des formations que nous leur donnons aujourd'hui, elles vont administrer un questionnaire à la population. Ce questionnaire va nous permettre, nous en tant que techniciens, de connaître l'impact de nos différentes activités de sensibilisation menées depuis des années sur les populations et au sortir de tout ça, recadrer nos stratégies de lutte. Recadrer les différentes stratégies, certes, mais avant tout, il faut recadrer les notions de base sur les droits de la femme. Moi, je ne connaissais pas les droits des femmes. J'ai perdu mon mari et ce qu'ils m'ont fait,
Quand j'assiste ça là aujourd'hui, c'est comme les gens sont en train de parler de moi. Vraiment, cette formation nous prépare vraiment à connaître notre droit dans le foyer, dans la société. Un homme peut te frapper, pour toi, ce n'est pas normal que tu ailles dire aux gens que mon mari m'a frappé. C'est normal que quand ton mari te bat, que tu ailles vers l'autorité pour pouvoir t'aider. En plus de ces 20 femmes leaders, 20 membres de la plateforme de lutte contre les violences basées sur les genres ont vu aussi leur capacité renforcée au cours de cette formation. L'Académie des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, s'engage dans la lutte contre les grossesses précoces. L'Académie est allée à la rencontre des jeunes d'Agboville. Sensibilisation et échange étaient au menu des rencontres. Thérèse Yoboué. Durant l'année scolaire 2014-2015, selon le secrétariat technique permanent de la campagne de lutte contre les grossesses en milieu scolaire, 3828 filles ont été l'objet de grossesses précoces sur toute l'étendue du territoire national, dont 158 pour la seule localité d'Agboville. Face à cette situation, l'Académie des sciences, des cultures d'Afrique et des diasporas africaines, ASCAD, en collaboration avec la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique d'Agboville, a animé un panel sur le sujet. Nous insistons sur l'importance de l'éducation morale, l'éducation spirituelle, l'éducation sociale, l'éducation sexuelle de façon positive pour permettre aux enfants de s'épanouir. Les élèves ont bien compris que pour poursuivre leurs études, elles n'ont pas besoin d'aller se faire des enfants alors qu'elles-mêmes n'ont pas encore fini de se développer. De nombreux élèves des lycées et collèges, et même ceux du primaire, ont pris part à ce panel sur les grossesses précoces en milieu scolaire à Agboville. Il faut éviter les sorties nocturnes, il faut toujours dire non. Nous pouvons amener nos jeunes sœurs à comprendre que cette vie n'est pas vraiment une vie meilleure et que la vie meilleure, c'est d'étudier. Nous devons pratiquer l'abstinence et suivant, nous devons utiliser les préservatifs comme moyen préventionnel. Selon Jean Zouzoua, membre du secrétariat permanent de la lutte contre les grossesses en milieu scolaire, c'est au bout d'une année de travail, après la mise en place d'un plan accéléré de réduction de grossesse, que le nombre de cas est passé de 5076 en 2012-2013, dont 49 filles en classe de CE2, à 4035 en 2013-2014 et enfin à 3828 en 2015. Depuis l'ouverture de la nouvelle autoroute Sengrobo-Yamsokro, les voyageurs en transit se font rares dans la ville de Toumoudi. Les tenancières de maquis ont perdu une importante part de marché et la ville est beaucoup moins animée. Lancine Bakayoko et Jean-Jacques Kwamel. Cet espace gastronomique Maki Village, situé en plein cœur de la ville de Toumoudi, la cité de l'agouti, n'attire plus grand monde. Ce n'est pas parce que les restauratrices qui tiennent en main cet espace ont perdu de leur art. Les clients qui viennent refusent de manger le poisson, la viande de bœuf. Donc on fait un peu, 5 plats. Si ça finit, on ajoute un peu encore. C'est ce qu'on fait pour pouvoir suivre ici. À cause de la nouvelle autoroute qui a dévié, la ville est restée en retrait du trafic qui s'exerce sur cet axe. Du coup, les voyageurs ne peuvent s'autoriser à faire systématiquement l'escale de la cité de l'agouti, surtout quand ils utilisent les transports collectifs. Or, ces voyageurs représentent l'essentiel de la clientèle. Les conséquences sont désastreuses, selon la présidente de l'association des quelques 110 tenancières. Le Maki Village va très mal. Avec le passage de l'autoroute, on se débrouille comme ça, mais ce n'est plus ça. Les buvettes aussi en paient les contre-coups. On ressent beaucoup, parce qu'auparavant, ça marchait. Les gens passent beaucoup ici, ils rentrent beaucoup pour pouvoir payer. Puisque l'autoroute est hors de la ville, ça agit sur nous. C'est ce qui fait que les clients ne viennent plus trop comme avant. Malgré tout, Thérèse Nyangouin et ses amis n'envisagent pas de se déporter vers l'autoroute, là où les éventuels clients de passage peuvent les voir plus facilement. Le cadre qu'elles occupent actuellement est bien bâti et extrêmement convivial. Et puis, en quittant ce centre de la ville, les tenancières de maquis disent craindre de perdre certains de leurs clients domestiques habituels. C'est un carrefour. À chaque fois qu'on ici, on passe par le village. Donc nous sommes obligés de passer là. Pour les restauratrices, la solution n'est pas de se déporter vers l'autoroute,
mais plutôt d'avoir le soutien des autorités afin de faire une bonne promotion de l'espace. Bien plus, elle prie pour la fin de l'Ebola. Ça va faire bientôt 2 ans que cette histoire-là, ça dure. L'espace Sambaki Village est depuis 24 ans un symbole et une fierté de la ville de Tombouctou. Au lycée moderne de Botro, les 109 élèves candidats au baccalauréat de cette année ont reçu des dons en manuels scolaires et matériel informatique. Le ministre Nyamien Konan veut apporter son soutien à la formation des élèves de cette localité. Le reportage de Soro Corona dans un commentaire de Kwadio Kwame. 350 manuels scolaires et du matériel informatique. C'est le don du ministre Nyamien Konan aux 109 candidats au baccalauréat session 2015-2016 du lycée moderne de Botro. Ce don rentre dans le cadre du soutien que le ministre Nyamien Konan apporte aux élèves de cet établissement. Appui qui a permis de relever le niveau des candidats au baccalauréat ces 2 dernières années, soit 42,59% en 2014 et 67% en 2015. Au cours de la cérémonie de remise de ce don, la famille éducative a apprécié les efforts constants que le ministre Nyamien Konan consent pour la réussite des élèves de Botro. Le représentant du ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique a exhorté les cadres des autres localités du pays à suivre l'exemple du ministre Nyamien Konan. Le donateur a invité les élèves bénéficiaires à plus de rigueur dans le travail et surtout à prendre conscience des efforts que font les parents pour leur étude. Si chacun d'entre vous veut avoir le bac, il l'aura. Je suis disposé à vous accompagner jusqu'au bac. Dites-moi qu'est-ce qu'il vous faut pour avoir 109 bacs. Je ne veux pas 100 bacs, je ne veux pas 108 bacs, je veux 109 bacs. Les 109 candidats au baccalauréat session 2015-2016 du lycée moderne de Botro se sont engagés à réussir leur examen de fin d'année. Cependant, quelques doléances ont été émises, dont l'équipement de la bibliothèque en ouvrage et la création d'une salle multimédia. Remise d'ambulances, de matériels médicaux, construction d'écoles primaires, des actions de développement du conseil régional du Bunkani. Les clés de ces infrastructures ont été remises aux populations. Doigt de laser. 12 écoles primaires, 8 ambulances, des matériels médicaux et informatiques. Ce sont entre autres des dons offerts par le conseil régional du Bunkani aux populations de la région. Une action sociale pour permettre aux femmes en couche, des malades et des blessés graves d'être évacuées dans des centres de santé les plus équipés. Mais aussi pour encourager les parents d'élèves à s'inscrire dans la dynamique de l'école obligatoire initiée par le gouvernement ivoirien. Nous souhaitons voir dans chacune de ces sous-préfectures des centres de proximité permettre à nos petits frères, à nos enfants d'acquérir le savoir qui est la richesse des temps modernes. Des centres de santé bien équipés avec des ambulances, mais surtout une hydrologie villageoise améliorée. Ces investissements s'inscrivent dans la dynamique du programme de développement mis en place par le conseil régional du Bunkani. 10 villages de la région ont bénéficié de ce don. Parlons sécurité avec l'opération Brise apaisante qui se poursuit dans le district d'Abidjan. La police du 12e arrondissement, la gendarmerie nationale, la police municipale, appuyée par le CCDO, ont effectué une descente dans le fumoir Colombie, aux 2 plateaux, dans la commune de Cocody, à Boussanego. Un gros bas-fond, des baraques pour la plupart recouvertes de sachets noirs. Nous sommes à Colombie, quartier précaire des 2 plateaux dans la commune de Cocody. Cette zone criminogène abrite un fumoir et des individus susceptibles d'être des délinquants. Dans ce bas-fond, la drogue se consomme, se fabrique et se vend. Les agressions, vols et viols sont récurrents ici. N'empêche que dans ces endroits, on vit dans le confort nécessaire. Même si à la vue de la police, on doit rebrousser chemin. Ce n'est que partie remise, on reviendra se ravitailler une prochaine fois. 14h30, descente de la police, de la gendarmerie nationale, de la police municipale, des services techniques de la mairie de Cocody avec l'appui du centre de coordination des décisions opérationnelles dans ce gros trou insalubre conduit par le chef des services du 12e arrondissement. Une descente qui permet la démolition de 52 baraques fumoirs, la saisie de sachets de cannabis, de la drogue mouillée, de faux documents, d'un stabilisateur et l'interpellation des 32 individus.
Après la destruction du fumoir et la démolition des baraques fumoirs, cap sur les 2 plateaux, 7e tranche. Il est 18h. Ce site est passé au peigne fin. Maquis, habitation et bananeraie cohabitent. Cet endroit sera bientôt démoli. Cette action s'inscrit dans le cadre de l'opération dénommée Brise apaisante. Sur instruction du ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité Ahmed Bakayoko, supervisé par le directeur général de la police nationale, Bredou Mbia, et mené par le commissaire divisionnaire de police, Youssouf Kouyaté, directeur général adjoint chargé des services de sécurité publique. L'opération se poursuivra dans tous les districts de police d'Abidjan. À Odiéné, dans la région du Kabadougou, les populations rencontrent des difficultés pour se déplacer. Un seul choix, les mototaxis qui comportent de nombreux risques. Moussa Konadé. Cette dame vient de donner naissance à un bébé. À sa sortie d'hôpital, un motocycliste l'attend pour la conduire à son domicile. Cette scène est quotidienne devant l'hôpital d'Odiéné, où la moto est l'unique moyen de transport. Et la fois passée, on a pris une femme sur une moto. Bon, arrivée à 30 mètres de l'hôpital, elle a accouché. Donc c'est des faits vraiment qui ne sont pas jolis à voir. À Odiéné, pour rallier une destination, les mototaxis sont incontournables, même si emprunter ces engins à 2 ou 3 roues comporte des risques. C'est 300, 2 roues. Si il y a 2 personnes, 600. Les 3 roues là, déplacement des 3 roues, c'est 1000 francs, 1500 pour monter. Et on s'en sort bien dedans. En tant que fonctionnaire, quand vous arrivez par exemple d'une ville où il y a des taxis, vous arrivez à Odiéné, il n'y a pas de taxis. Il n'y a que des taxis motos et tout le monde n'est pas habitué à ça. Et là encore, il y a beaucoup de risques parce qu'il ne se passe pas de semaine sans qu'il y ait des accidents de taxi-moto. Les motos là, bon, vraiment trop d'accidents. Et puis les jeunes d'ici, bon, ceux qui roulent les motos-taxis là, ils ne connaissent pas les codes de route. Entre 2 voitures, ils peuvent rentrer. Avant, il n'y avait pas de route, donc on ne pouvait pas avoir le taxi pour circuler en ville. Bon, maintenant, il y a des routes bitumées, donc on a forcément besoin de taxis pour circuler dans la ville. Les taxis communaux à Odiéné, une autre contribution au rayonnement et au développement de la ville, mais aussi une opportunité d'emploi pour la jeunesse. Si le taxi vient, moi aussi, essayer à faire permis pour conduire. Il y a plein d'hommes qui ont permis ici, mais ils n'arrivent pas à travailler. Ça va permettre à beaucoup de jeunes à se prendre en charge eux-mêmes. Monsieur le ministre des Transports, Monsieur Gaussou Touré, a organisé la jeunesse en vue de la mise en place des GIE, les groupements d'intérêt économique, qui vont gérer, n'est-ce pas, un certain nombre de taxis qui va mettre à leur disposition. Et non seulement ça va créer des emplois, mais aussi ça va gérer un problème. Parce que comme vous le savez, une grande ville à la dimension d'Odiéné où il n'y a pas de taxi, bon, les gens se plaignent tout le temps. Les populations d'Odiéné attendent avec impatience l'avènement des taxis communaux pour effectuer leurs déplacements. Mais en attendant, l'ultime recours reste les mototaxis avec leurs avantages et inconvénients. Magic System apporte son soutien aux victimes des attentats de Paris du 13 novembre dernier et aussi à toutes les autres à travers le monde entier. Pour ce faire, le groupe ivoirien a donné un concert à Nantes, en France. Issa Yeo, envoyé spécial, commentaire à Boussanago. Assalfo, Manaja, Goudé et Tino du groupe Magic System à Nantes. Alors que la France vit sous état d'urgence depuis les attentats de Paris du 13 novembre dernier, le concert du groupe Magic System du samedi 28 novembre à Nantes au festival Tissé Métis était redouté. Une inquiétude vite dissipée par Assalfo, lead vocal du groupe Magic System. Toutes ces victimes qui sont tombées au nom de leur liberté. Ces victimes sont tombées parce qu'elles aimaient la musique. Ces victimes sont tombées parce qu'elles aimaient la joie de vivre. Nous sommes là ce soir, nous sommes réunis pour accompagner la pensée de ces victimes. On s'est dit, si nous baissons les bras, nous aurions trahi le combat. Ces gens ont aimé la vie. Il faut qu'on leur montre qu'après leur départ, nous aussi nous aimons la vie. Assalfo a saisi l'instant pour rendre hommage à toutes les victimes des attentats. Hommage à toutes les victimes dans le monde entier. Les victimes de Paris,
les victimes du Nigeria, les victimes du Niger, les victimes du Mali, les victimes du Pakistan, les victimes de l'Irak, les victimes de l'Afghanistan. Une fois le public rassuré, le concert était un mélange de zouglou et d'électro. Comme à leurs habitudes, Assalfo, Manaja, Goudé et Tino ont assuré. Ce concert de Nantes boucle le calendrier international des spectacles du groupe Magic System qui joue ce samedi à Abidjan. Et un mot de religion, la Côte d'Ivoire a une représentation consulaire en Arabie Saoudite depuis 2003. Chaque année, l'institution est fortement impliquée dans l'organisation du pèlerinage à la Mecque, le Hajj. Ali Yoda. Un drapeau orange, blanc, vert dans le ciel saoudien. Nous sommes au consulat de la Côte d'Ivoire à Djeddah, ville portuaire, capitale économique de l'Arabie Saoudite. Cette représentation consulaire a été ouverte en 2003. Après El Hadj Touré Vazoumana, dont la mission s'est achevée en 2009, le second consul général a été El Hadj Touré Fakourou en 2010. Le troisième consul général en poste depuis mai 2011 est El Hadj Dr Cissé Abdul Karim. 16 fonctionnaires, 6 diplomates et 10 agents techniques assurent le fonctionnement du consulat dont la mission principale est le bon déroulement du Hajj des pèlerins ivoiriens. La mission du consulat général, c'est d'abord donc les préparatifs du Hajj, c'est le suivi de tout le déroulement donc du pèlerinage, et nous avons également un service après Hajj. Le service après Hajj, c'est tout ce qui doit être fait ici en Arabie Saoudite après le départ donc des pèlerins. Intervenant dans l'organisation du Hajj avant, pendant et après, le consulat a plusieurs années de gestion du Hajj à son actif. Et aujourd'hui, il est un observateur dont les avis comptent. Il faut que l'organisation se fasse mieux. D'abord, au niveau de la gestion du temps. L'État a pour vocation, n'est-ce pas, de créer les conditions, d'apporter son appui. Mais l'État ne peut pas continuer à être l'organisateur du Hajj. Aider le pèlerin ivoirien au plan matériel et organisationnel à réussir son pèlerinage est le challenge que le consulat doit relever à chaque édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'information 20h sur RTI 1. Très bon samedi à tous.